était avant tout chrétienne. Puis à la Renaissance, elle prend un caractère plus laïque et littéraire pour aujourd'hui prendre plus de place au niveau de la science. Donc lorsqu'on étudie historiquement la manière dont se sont formés et développés les systèmes d'éducation, on s'aperçoit vraiment qu'ils dépendaient beaucoup de la religion, de l'organisation politique, du degré de développement des sciences, de l'état de l'industrie aux époques différentes. Donc si on détache toutes ces causes historiques-là, les systèmes d'éducation deviennent incompréhensibles. Donc pour trouver une éducation qui serait absolument homogène et égalitaire, sans aucune différenciation culturelle, il faudrait remonter quasiment jusqu'aux sociétés préhistoriques où il n'y avait aucune différenciation, ce qui est dans le fond impossible. On peut donc conclure que la société ne peut vivre que s'il existe entre ses membres une suffisante homogénéité. Donc l'éducation perpétue et renforce cela en fixant d'avance dans les enfants les similitudes essentielles que réclame la vie collective. Par contre, d'un autre côté, sans une certaine diversité, toute coopération serait impossible. Donc l'éducation assure la persistance de cette diversité nécessaire-là au fonctionnement au bon fonctionnement de la société, en se diversifiant et en se spécialisant elle-même. Donc, tout ça nous a amené à se poser une question qu'on a demandé dans notre sondage, justement, jusqu'où... pardon, on ne voit pas. Ah non, je vais revenir à ma question. Je vais revenir. Oui, je vais enchaîner avec les systèmes d'éducation. Manuel nous en a parlé plus précisément plus tôt. Mais comme vous savez, il y a plusieurs systèmes d'éducation dans les sociétés et même ici au Québec. Au Québec, nous sommes plus familiers avec le système d'éducation national qui se caractérise par le fait que la responsabilité de l'éducation des enfants revient aux parents à prime abord. Et ensuite, les gouvernements provinciaux administrent et réglementent les réseaux d'éducation qui fait qu'ici, on a le primaire, secondaire, cégep, université et formation professionnelle. Chaque province et chaque territoire a son propre système d'éducation, ce qui peut faire en sorte que ça crée une société un peu divergente, même plus semblable, mais quand même différente d'un système à l'autre. Une autre sorte de système d'éducation que peut-être vous avez déjà entendu parler, mais que vous ne savez pas exactement en profondeur ce que c'est, est l'éducation populaire. L'éducation populaire est une sorte d'éducation qui est apparue dans notre société lors de la Révolution tranquille, mais qui est issue de la Révolution française. Le Québec, comme la plupart des pays européens et à la recommandation de l'UNESCO, s'était donné une politique d'éducation des adultes qui incluait l'éducation populaire, tant dans les services publics d'éducation des adultes que via les organismes volontaires d'éducation populaire qui reçoivent un aide de l'État à cette fin. Jusqu'à la décision récente. Oui, exactement, que je vais parler dans la prochaine diapositive. Donc, pour continuer, l'idéologie principale de ce système d'éducation est la diffusion des connaissances par différents moyens, que ce soit l'art, la science, la philosophie, politique, sport, activités ludiques qui va vraiment encourager les activités de création. C'est comme ça qu'on pense qu'on pourrait, dans le fond, apprendre des choses aux enfants ou même à les personnes de notre âge, aux adultes. Aussi, l'éducation populaire a pour but de transformer positivement la société. On veut encourager les gens à développer leur capacité à vivre ensemble, donc justement inclure les cultures différentes, les traditions des gens, pour faire un gros rassemblage de connaissances. Dans le vivre ensemble, on invite les gens à partager une vie en groupe, ainsi qu'à transformer les citoyens en personnes conscientes et critiques, capables d'agir sur leur environnement pour changer la société pour le mieux. Puis on veut vraiment aussi qu'on opte pour un apprentissage qui concerne les enjeux importants dans la vie des participants. On veut reconnaître à chacun la volonté et la capacité de se développer, et ça à tout âge de la vie, que ce soit les enfants, comme j'ai dit, ou des personnes plus mûres qui ont pas eu la chance d'avoir une éducation comme notre système à nous, puisque c'est ça, on en met l'accent sur les différentes cultures. On veut que les personnes puissent se développer quand bon leur semble à un rythme différent. Pour continuer, l'éducation populaire milite pour le développement personnel et social. On veut inclure les différents groupes sociaux, aussi les différentes sortes de gens. Cette éducation est redevable qu'à la transmission d'expériences collectives et encourage les participants à devenir un citoyen actif
transmission des connaissances. Bon, je vais parler maintenant de l'éducation populaire aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, cet système d'éducation est apparu dans notre société en 1960. On a créé une politique d'éducation des adultes qui incluait l'éducation populaire dans les commissions scolaires et dans les cégeps. 20 ans plus tard, malheureusement, en 1980, le gouvernement du Québec coupe les fonds d'éducation populaire, prônant que dans les écoles, dans les commissions scolaires, prônant que dans le fond, ce genre d'éducation était un luxe pas vraiment nécessaire pour les jeunes et pour les gens. Aujourd'hui, à ce jour, il ne restait que 6 centres d'éducation populaire qui sont à Montréal. Ils ont été victimes de coupures majeures. En fait, ces centres servaient à plus de 7000 familles, comptaient plus de 1200 bénévoles et 250 employés. Ils offraient des services d'alphabétisation, d'éducation populaire et de cuisine collective, et plein d'autres activités. Comme j'ai dit, ils ont été victimes de coupures, ce qui fait en sorte qu'ils ne seront pas capables de rénover et de garder en bon état ces institutions. C'était des travaux qui revenaient à plus de 12 millions de dollars, c'est quand même assez considérable. Donc, le gouvernement a annoncé la fin des subventions pour ces centres, ainsi qu'une fin de bail annoncée pour le 31 mai 2016. Le 2 et le 3 novembre dernier, des centaines de centres communautaires se sont mobilisés dans les rues de Montréal afin de sensibiliser le gouvernement du Québec aux besoins de la population en réclamant un aide financier. Mais le gouvernement reste quand même ferme sur ses décisions. Donc, à la lumière de tout ça, on s'est posé la question jusqu'où une école devrait aller pour respecter les diversités culturelles. Dans nos réponses, les informations qu'on a, les solutions qui ont prôné, il y avait beaucoup de mettre l'accent sur la laïcité. Il y avait aussi, par contre, de prendre en considération les particularités de chacun pour permettre aux jeunes de respecter la diversité et la liberté des autres. Ça parlait beaucoup d'ouverture d'esprit au cœur du système éducatif et même dans les corps enseignants. Puis, majoritairement, c'était vraiment de sensibiliser les jeunes très tôt aux diversités culturelles pour que ce soit d'emblée quelque chose d'acquis et d'apprécié chez les jeunes. Donc ici, j'ai un exemple. Je ne montrerai pas le vidéo complet, mais on a un exemple de système à Winnipeg qui ont utilisé dans plusieurs écoles pour favoriser justement l'échange culturel chez les enfants. This cultural diversity project is providing an opportunity for grade 5 and 6 students from various backgrounds, various cultures and religions to come together to appreciate what they bring as well as to appreciate the differences that do exist amongst these cultural and religious groups. That concept of respect goes a long way in creating a more sustainable future and moving towards a strong climate of peace. The kinds of questions that are coming up from these students who are just sitting there listening to these elders, to these people talking, whether it's a rabbi or a spiritual leader in the community, asking these very profound questions. And what's it all about? Because for many of them, they've never been in a mosque or a synagogue or a church. So it really was an eye-opener. I didn't know a lot of things about different cultures, so it was really nice to see where they go to pray and their Bibles, or at the mosque. I've never been to one, and it was really nice to see how they pray and all those kind of things. So we believe in the Quran, we believe in the Sunnah. So what the Sunnah means is that it's the examples of the Prophet Muhammad and his sayings and the way he did things. So simple things like the way he woke up in the morning. I never knew that the Aboriginals smoked from the pipe, so that was new. Well, I thought it was really interesting about the Cree and today the pipe ceremony. I thought that was cool, and the songs. I could sing along with them.
smoke the pipe to bring the prayers up to Creator. So we don't smoke anything, but what we do is we do blow a shofar, and it's a horn of like different animals. People say that when you hear the shofar, it's like it gets into your bones. It's like a really good drum sound, when you hear a drum sound, it kind of gets into it. That's what it's supposed to do. The synagogue, like how they have like all the different books of Moses, and that's very cool. I thought the Jewish culture was really cool. It was interesting how he sang whenever he read like Hebrew. They read Torah and they can do it in any melody. I knew a bit about the Bible, but not so much, and I've never been in a church, so it was nice to like see the differences. The interesting thing about if you're Jewish, or you're Protestant, or you're Muslim, or you're Catholic, we all believe in the same thing. One. Donc, on voit l'idée avec ce projet-là. Je ne sais pas si vous... Oh, pardon. Je ne sais pas si vous aviez des réponses sur juste qu'une école doit aller pour respecter les diversités culturelles, différencier les solutions qu'on a montrées. Si y en a qui veulent s'exprimer là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a donné des idées pour le cours d'éthique. On va aller faire une tournée des mosquées, des synagogues. Excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous l'impression que vous, dans votre école, la diversité culturelle, mais c'est sûr que c'est Québec, mais ceux qui ne sont pas de Québec, qu'il y avait une place ou bien on vous offrait un modèle culturel unique? C'était unique, en tout cas. C'était unique? Avec Saint-Jean, une école primaire, secondaire, la diversité culturelle, c'est pas très présent, mettons. On nous parlait évidemment, on avait des cours pour nous ouvrir un petit peu sur le monde puis tout ça, mais avec, mettons, les cours d'éthique religieuse, tout ça, mais c'était toujours orienté un peu plus vers chez nous, mettons. Chez nous. Le catholicisme. Nous autres. Nous autres. Les autres, la diversité, ça se découvre. En tout cas, moi, je trouve dans ma région, ça se découvre un petit peu plus, oui, quand tu as l'ouverture d'esprit, mais d'avance aussi dans les études. Avec le cégep, moi, j'étais en sciences humaines, donc avec l'histoire, avec la politique, donc on en sait plus, puis ensuite l'université. Mais c'est aussi une question comment tu as été élevé également, là, parce que même si tu moi je connais quelqu'un qui dans sa famille est très fermée au niveau des autres personnes, des autres ethnies, donc un peu, pas raciste, mais en tout cas borderline, mettons. Puis on menait, il devait faire un projet où il devait représenter un autre pays, puis développer sa culture, tout ça, puis ses parents m'ont dit lâche ce projet-là, c'est n'importe quoi, ces personnes-là n'ont pas de culture, c'est des Mongols, c'est comme, bon, c'est juste un projet scolaire, là, ils vont pas te convertir, là, c'est pas si grave que ça, mais ça part de là, c'est comme on disait avec le primaire, là, si on voyageait plus, on avait l'ouverture d'esprit dès qu'on était enfant, avoir une ouverture, à l'école, ce serait peut-être plus simple de parler de ça, d'avoir une place pour la diversité. Quoique les enfants, je pense que dans le groupe Facebook, j'ai mis une image à un moment donné, les enfants ne voient pas les autres couleurs ou les autres cultures. Les enfants, c'est leurs amis. C'est les adultes qui leur disent, comme exactement dans l'exemple que tu viens de dire. Les enfants, eux... je pense que dans le groupe Facebook, on a mis une image là-dessus. Oui, intéressante, oui. J'avais vu, par rapport à ça, que les enfants, pour eux, c'est pas grave. C'était une dame qui comptait, qui était allée à la piscine, puis qui avait une femme musulmane, je pense, puis qu'elle, elle se baignait pas en même temps que les autres, parce que elle pouvait pas comme, se mettre en maillot en avant de tout le monde. Puis que son enfant, il avait juste demandé comme « Ah, tu sais, maman, pourquoi la madame a fait ça? » Puis là, elle dit « Ah, puis là, j'étais mal à l'aise, puis je savais pas quoi dire, puis là, ça n'a pas de bon sens à nous mettre dans une situation comme ça. » Mais non, mais fais juste comme expliquer à ton enfant, parce qu'elle a une religion différente, puis elle se sent pas à l'aise de le faire, fait que c'est correct, elle va aller se baigner plus tard. Fait que c'est comme le parent qui dramatise un peu. Ouais, c'est ça, qui crée une espèce d'ambiance, tandis que l'enfant, lui, il comprend pas, puis il est juste comme curieux. Là. Fait que ça, je trouve ça bien, parce qu'ils mettent directement dans un contexte que c'est correct de poser des questions, c'est correct que vous savez pas, on est là comme pour apprendre. Fait que, tandis que si on attend, ben, un peu plus âgé, on vient un peu mal à l'aise de comme trop poser des questions parce qu'on sait pas si ça va déranger le monde, si c'est déplacé, si c'est... Ouais, c'est ça. Même moi, que je me considère quand même comme quelqu'un d'ouvert d'esprit, tout ça, j'ai appris des choses avec cette vidéo-là, que ce soit filmer avec le calumet ou la corne d'animaux dans certaines régions. Donc, je pense que
il y a de la place à toujours en savoir plus puis à être encore plus ouvert, surtout à l'école, parce que moi, j'ai jamais vu ça dans les cours d'éthique et culture. Donc, c'est ça. Mais c'est la place. Voilà. Donc, autre sujet, rapport à la science. Selon Jacques Desautels, qui est professeur ici à la faculté de sciences de l'Université Laval, qui est quelqu'un de très crédible dans son domaine, lui, ce qu'il avance, c'est que le terme éducation scientifique, donc culture scientifique, se renseigner à propos de ça, c'est directement lié avec le terme citoyenneté. Donc, les deux sont comme indissociables. Ça vient ensemble. Quelqu'un est bien éduqué scientifiquement, ne va pas nécessairement être un bon citoyen, mais ça va tout de même aider. Pourquoi? Bien, c'est pas compliqué. La science, comme vous le savez, comme vous en doutez, ça touche pratiquement tous les enjeux de notre société, que ce soit au niveau socio-économique et politique. Ça vient toucher à énormément d'aspects, pratiquement tout finalement. Puis développer des connaissances là-dedans, mais ça aide simplement à savoir débattre en société. Ça éveille aussi une curiosité. Hein, c'est ça qu'on vient de voir tantôt. C'est la curiosité d'aller vers les autres. Puis il y a un aspect scientifique à tout ça. C'est un certain éveil. Puis ça aide les citoyens à être mieux informés, puis à être mieux finalement formés sur c'est quoi cette citoyenneté. En réalité, c'est un outil de communication. Parce que c'est quoi savoir communiquer puis débattre dans une société sur des enjeux? Bien, c'est de savoir se défaire des opinions qu'on a, parfois qui peuvent être racistes, justement. C'est de savoir se défaire de ça, d'avoir une opinion rationnelle et d'avoir la pensée critique, comme Charles va en parler bientôt. C'est une pensée critique et objective qu'on doit avoir. C'est de se baser sur des faits, des données scientifiques, et non sur des croyances qu'on a, des perceptions qu'on peut avoir, même des craintes qu'on peut avoir. C'est de mettre ça de côté, seulement se fier sur notre foi scientifique, là, en fond. Puis d'ailleurs, c'est ça. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Notre foi scientifique, okay. Qui est comme un parallèle entre les deux trucs. D'ailleurs, le Science for All Americans a publié une étude dernièrement, il y a 2 ans, qui essaie de faire le lien, parce que le lien est difficile à faire, c'est causalité, mais les sociétés qui normalement sont plus évoluer sur le plan social, qui sont plus évolués sur le plan économique, comme l'Allemagne par exemple, c'est des gens qui sont ouverts scientifiquement. Le fait d'avoir une bonne éducation scientifique va aider au niveau de la coopération, au niveau de la résolution de problèmes et des enjeux ensemble. Finalement, les élèves qui sont éveillés scientifiquement ont tendance à plus prendre des recherches des autres et cumuler à ce qu'eux ont appris pour finalement avoir des synthèses de tout ça. Donc, des citoyens plus participatifs, mieux informés, qui suivent plus l'actualité. Je vous donne un exemple. Au Canada, 49% de la population canadienne n'a pas les bases scientifiques et les connaissances pour lire un article scientifique par rapport à l'ADN, par exemple. On n'a pas les 49% des Canadiens, près de la moitié, n'ont pas les connaissances par rapport à ça. Donc, c'est difficile de pouvoir débattre et d'amener des enjeux par rapport à des sujets comme la nanotechnique, tout ce qui entoure la génétique. C'est difficile d'avoir des débats là-dessus si on n'est pas capable de s'exprimer à propos de ce sujet. Je pense qu'une des très belles choses de la science, pourquoi c'est si important, c'est à cause de la méthodologie scientifique qui est quelque chose d'universel et d'international. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans frontières. Quelqu'un qui va étudier, par exemple, à l'Université du Texas, peut avoir des liens avec quelqu'un qui travaille à l'Université de Shanghai, puis ils vont très bien se comprendre. Ils vont avoir peut-être pas le même langage, ils vont parler anglais dans tous les cas, mais ils vont être capables de communiquer grâce à une méthodologie qui va être la même. C'est-à-dire que partout dans le monde, c'est sans frontières, on utilise les mêmes façons d'apprendre les choses, les mêmes données, on les analyse par les mêmes étapes, ce qu'on a appris tous depuis le primaire. Comment ça marche la science? Bien, tout le monde l'utilise. C'est un moyen de bien communiquer entre nous. C'est un langage, littéralement. Voilà, ça touche tous les domaines scientifiques qui utilisent le même moyen. C'est un moyen de vivre ensemble, finalement. Au niveau international, comment se porte l'enseignement de la science? C'est quoi l'impact par rapport à ça? Au niveau mondial, il y a des améliorations constantes qui sont faites. Les budgets sont de plus en plus grands en sciences. Et il y a une grosse multiplication des centres de recherche. Puis au niveau des universités aussi, ça augmente les budgets, puis ça c'est partout dans le monde, c'est constant. Par contre, c'est sûr qu'il y a des petites lacunes. Par exemple, en Angleterre, au cours des 10 dernières années, il a fallu qu'on travaille à ce niveau-là parce que les élèves, il y avait moins d'élèves qui s'en allaient vers les sciences, qui étaient moins concernés par ça. Il a fallu faire des ateliers d'éveil scientifique, des formations. Il a fallu, par exemple, les professeurs suivent des formations parce qu'ils n'étaient pas assez... les élèves n'étaient pas assez informés, ça leur tentait moins, il y avait moins d'intérêt à ce niveau-là. Donc, il y a toujours des améliorations à faire. Par contre, ce qui est clair, net et précis, aux États-Unis, on domine au niveau des sciences, au niveau du budget, au niveau des recherches qu'on fait, des résultats que ça donne, le nombre de brevets qui est déposé au niveau de la technologie. Les États-Unis sont de loin les plus grands, c'est eux qui investissent le plus. Par année, les États-Unis investissent 424 milliards en termes de recherche et développement. Si on prend l'Europe au complet, tous les pays d'Europe, ça donne 350 milliards qui investissent. Donc il y a quand même
malgré qu'on prenne tous ces pays-là, les Américains dépassent encore de 74 milliards en termes d'investissement qu'ils font. Puis c'est ce qui donne d'excellents résultats, c'est ce qui donne, puis surtout l'aspect business que les Américains ont. Ils font, par rapport à la population, c'est pas fou le nombre de scientifiques qui produisent, par contre, sont sont performants finalement. Il y a la Chine aussi qui sont beaucoup. Veut pas, ils produisent des scientifiques. Par contre, au niveau de la crédibilité du nombre d'articles cités, les brevets déposés, un petit peu moins performants de ce côté-là. Aussi, ce qu'on remarque, puis ce qui est assez indéniable, plus le pays va bien, plus le PIB par habitant est élevé, plus le nombre de scientifiques diplômés est élevé. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la République de Corée, puis surtout les pays scandinaves, les pays d'Europe comme la France, et qui produisent beaucoup de scientifiques, en moyenne, dans ces pays-là, c'est 20% de tous les diplômés qui vont être diplômés par année là, des universités, ça va être des scientifiques. Dans le domaine des sciences et des technologies, mais là, on parle aussi d'architecture, on parle aussi d'ingénieurs civils, etc. Donc, on en produit beaucoup. Puis ce qu'on peut voir, c'est que plus ton PIB est élevé par habitant, plus on a tendance à avoir le nombre de scientifiques assez élevé. Aussi, c'est un peu particulier là, pour la République de Corée, qui a quand même beaucoup d'avancées technologiques et scientifiques, surtout en Corée du Nord, qui est investi dans le domaine militaire. Donc, en fait, c'est l'armée qui passe par là. Ça explique un peu la donnée un peu spéciale. Donc, voilà. Puis je parlais tantôt de l'Allemagne. Vous parlez de l'Allemagne, qui est un bon exemple. Sont extrêmement évolués sur le plan de la science, sur le plan en fait, social au complet. Puis ça vient de pair. Puis il y a vraiment, je ne sais pas si vous voyez, il y a une ligne, là. Ça va de pair avec les avancées sociales. Mais qu'en est-il au Canada? On parle du monde, ça va bien, c'est une bonne évolution. Au Canada, on se porte comment? On se porte très bien, je vous rassure, mesdames et messieurs. Notre pays est entre bonnes mains au niveau scientifique. Je sais que c'est un peu ironique là, avec justement les 10 dernières années avec le gouvernement qu'on a eu avec Harper, mais je vais revenir là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau des écoles primaires et secondaires, comment que la science est enseignée, on est dans les meilleurs au monde. C'est très, très, très concurrentiel ce qu'on produit en termes de qualité éducationnelle scientifique. C'est très, très bon. Puis ça peut expliquer pourquoi, au niveau de la culture scientifique, c'est-à-dire que comment chaque citoyen perçoit la science et c'est quoi ses connaissances, on est numéro 1 au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays qui connaît bien sa culture scientifique comme nous-mêmes, on la connaît. Puis je crois même que le Québec est une des meilleures provinces. Non, c'est le contraire, en fait. Ah, OK. C'est ça, mais à l'inverse. OK. Bon, je reviens là-dessus, mais non, pas vraiment. Selon la dernière étude là, okay, du scientifique canadien. Bon, c'est dans quel sens on a une meilleure culture scientifique? C'est au niveau de l'attitude, la mobilisation et des connaissances. Ça se reflète parfois. Je donne des exemples. En termes de capable de faire abstraction, quand on lit un article scientifique, quand on essaie d'avoir des positions, on est capable de faire fi de la foi, se baser sur des données, sur des statistiques. On est les premiers au monde par rapport à ça. Donc, on est capable de seulement prendre l'aspect scientifique pour répondre à des questions. Un autre exemple, 93% des Canadiens voient un certain intérêt, modéré ou grand intérêt envers l'actualité scientifique. Donc, par exemple, des émissions comme Découverte, qui sont très regardées au Canada par rapport au reste du monde. On est informés par rapport à ça. 14% des Canadiens participent à des activités scientifiques non gouvernementales. Ça peut être des mobilisations là, pour l'environnement ou encore des activités de groupes scientifiques. Ça peut paraître peu, 14%. On est quand même les premiers mondiaux. On est aussi les plus enclins à visiter un musée après la Suède. Donc, les Suédois sont les plus enclins à aller au musée et s'informer là-dessus. Mais moi, on est deuxième. Aussi, voilà, 51, un fait quand même surprenant puis intéressant, je trouve 51% de tous les diplômés qu'on va produire au niveau scientifique, que je vous parlais, c'est des immigrés. Donc, c'est des personnes nées hors Canada, c'est 51%. Ça représente un bon exemple, je trouve, de vivre ensemble et de savoir vivre en communauté. Il y a moyen de produire d'excellents résultats avec des personnes qui viennent d'ailleurs, finalement. Par contre, on est premier à un domaine, mais c'est un peu dommage par rapport au reste du monde. Il y a des défis par rapport à ça. 42% des Canadiens n'ont pas les connaissances, 42% ont les connaissances scientifiques pour lire un article moyen. Donc, un article moyen de scientifique. Seulement 42% des Canadiens ont les capacités de le comprendre. Ça peut paraître peu, mais on est encore une fois les premiers. Le deuxième pays est encore les Suédois à 35%. Les Américains sont à 29%. Donc, moins d'un Américain sur trois est capable de comprendre un article scientifique moyen. C'est ça. Donc, je disais qu'il y avait des défis. Encore au niveau canadien, les pays scandinaves et la France produisent en moyenne 30% de leurs diplômés qui sont reliés à la science et les technologies, si c'est 20%. Donc, c'est moins. On produit plus de gens, par exemple, dans d'autres domaines comme la santé, comme les arts, comme la musique, dans d'autres domaines connexes, mais moins de scientifiques.
il y a des recommandations qui ont été faites par le Comité scientifique canadien pour encore, parce que oui, on est les premiers, mais il y a toujours moyen de s'améliorer. On a besoin de former plus de gens, en fait, de leur donner plus de possibilités d'apprendre les sciences en dehors de l'école quand on est enfant. C'est-à-dire qu'à 42, 43 ans, 50 ans, 60 ans, il faudrait qu'il y ait moyen que l'éducation scientifique soit plus facile que via l'université. Un autre facteur un peu désolant, c'est qu'il y a 2 cibles qui ont été ciblées finalement qui ont besoin d'avoir plus de connaissances scientifiques, d'être plus impliquées. C'est les femmes et les communautés autochtones qui ont besoin d'être plus sensibilisées par rapport à ça, parce que malheureusement, l'éveil scientifique est moins encouragé de ce côté-là. Et c'est ça. Donc, il y a un parallèle à faire avec Harper qui, bon, malgré le fait qu'on soit très éveillé, qu'on soit intéressé par la science, qu'on a été coupé dans ce domaine-là, c'est un petit peu particulier. Par chance, ce n'est pas au niveau de l'éducation en tant que telle précisément qu'on a été coupé, c'est plus au niveau des centres de recherche. Mais bon, on présume que ça va s'améliorer avec le gouvernement qui est arrivé. Un dernier point, les changements climatiques. Je parlais justement de vivre ensemble, puis la science, ça dépasse des barrières. C'est là pour améliorer notre avenir. C'est ça, c'est de travailler ensemble pour des buts communs. Les changements climatiques, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple. Malheureusement, c'est bon. Le changement climatique, c'est triste. C'est quelque chose qui est inévitable, c'est un énorme problème, mais en même temps, ça nous démontre qu'on est capable de tous travailler ensemble pour arriver à des buts. Il n'y a pas besoin d'avoir de la compétition. On veut vraiment juste trouver des solutions pour enrayer ce problème-là. Donc, c'est un excellent exemple pour ça. Ce n'est pas un seul gouvernement qui va régler les choses. C'est vraiment la communauté scientifique qui travaille ensemble. Puis, par exemple, la conférence de Paris, qui est un excellent exemple de ça, c'est rare que tous les pays se réunissent ensemble pour ça. Les Olympiques, qui en est un bon exemple, c'est aux 2 ans, tout le monde, bon, il n'y a plus de frontières, on est comme tous ensemble, mais c'est encore là, c'est de la compétition, les Olympiques. On n'a pas un but commun, c'est simplement battre l'adversaire. Tandis que là, le défi est commun à tous. Donc voilà, je vous montre en finissant une petite vidéo rapidement que j'ai trouvé assez intéressante par rapport au changement climatique. Et au mieux comme ça. Nous sommes tous menacés. That because of our activities, La planète se réchauffe. Les espèces disparaissent. Hombres y mujeres son expulsados de sus casas. Parce qu'ils n'ont plus de nourriture. d'eau potable. No entanto, há soluções concretas. Jobs. Toyota. Beter verdeeld, more sharing. إكرامات مستقبل के लिए उम्मीद भी है. À Paris, en 2015. À Paris, en 2015, les gouvernants du monde entier On s'est réunis. ومؤسسين التنمية. والعمل معا untuk menjadikan Paris 2015 в борьбе с глобальным климатическим изменением. Nous comptons sur vous. Oui, рассчитываем на вас. Contamos contigo. إننا نعول عليه. 我们对您给予厚望。 Contiamo su di te. أنا في القمة الخام. Nous comptons sur vous. We're counting on you. Donc voilà, puis je viens de lui dire quelque chose là, par rapport justement à la situation du Québec et de l'éducation. On se retrouve au Canada, malheureusement, au Québec, à tous les points que j'ai dit, on est tout le temps un petit peu coupé par rapport à ça. On produit moins scientifique. Et c'est justement par rapport à ma question de recherche qui est, est-ce que vous croyez, après ce que je venais d'entendre, ce que je viens de dire, croyez-vous qu'on devrait quand même plus investir dans le domaine de la science au Québec précisément, ou vous croyez plutôt qu'on devrait investir, comme on avait parlé dans d'autres domaines, peut-être plus sensibiliser les gens par rapport à la philosophie, par rapport à l'art, ou à la musique ou à d'autres domaines, vous croyez qu'il faut encore participer encore plus à l'enrichissement du Québec scientifique? Alors, je te félicite d'avoir abordé ce sujet avec enthousiasme, mais en communication, la science, ce n'est pas la chose la plus populaire qui soit. Mais je crois que c'est très lié à ce qu'on a dit tout à l'heure de l'école. C'est-à-dire que les enfants, ils adorent la science. La chimie, les expériences, les trucs, la paléontologie, les fossiles, ils adorent ça. Ouais, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même. Ben, oui, c'est comprendre le monde, la science, autour de nous. Bon. Ça leur dit quelque chose. Mais l'école a un effet parfois pour dégoûter les enfants
de la science à cause de la façon dont c'est enseigné de façon magistrale, très abstraite, etc. Il y en a qui ont la passion, là. Mais souvent, il y a plein de gens qui perdent le goût de la science en vieillissant. La façon dont c'est enseigné aussi, oui. ça peut faire vraiment bien. Ce qui fait que, je veux dire, tout ce que tu as dit, tout ton argumentaire, moi je comprends très bien ce que tu as voulu dire, mais je ne suis pas sûre que tout le monde était convaincu que plus d'éducation scientifique, c'est une meilleure citoyenneté. Il y avait Thomas et Sophie. Je suis d'accord, parce que moi, personnellement, quand j'étais au secondaire, j'étais passionné par plein de trucs scientifiques, tout ça, mais je comprenais rien dans les cours. Donc, les projets, ça ne m'intéressait pas. Puis, tu sais, tantôt, on parlait comme une certaine... T'es pas bon là-dedans, fait qu'on va pas investir en toi. On dirait que c'était comme ça avec les sciences. Si tu comprends pas, ben va pas en sciences fortes, rien, va-t'en du cours, là, puis va faire des maths moins fortes, puis des arts, puis de la musique, tout ça. Fait que moi, je trouvais ça plate. Pourtant, j'ai fait à l'université, j'ai fait un cours de communication scientifique, d'ailleurs. Puis je me suis rendu compte que j'ai des connaissances là-dedans, c'est juste que je peux pas expliquer les gros fondements scientifiques, mais ça fait partie de la culture, ça fait partie... les deux, culture et science. C'est ça. Créer les valeurs de la foi. Est-ce que toi, tu as fait des sciences? Non, pas vraiment. Même pas? Vraiment. Quand tu as une culture scientifique, tu as une culture sur tellement de trucs, là, tu peux parler de plein de choses intéressantes, puis tout ça. Moi, j'ai des amis qui sont en sciences, puis c'est cool, tu n'étais même pas en sciences, mais on est capable de jaser parce que tu t'es instruit là-dedans, là, puis aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, là, comme tu le disais, avec les changements climatiques, là, on est tous concernés avec ces enjeux-là. Faut s'informer, ça serait la moindre des choses. Mais ça, je trouve que c'est quand même accessible, puis comme tu dis, d'avoir une base là-dedans, ça te permet de comprendre beaucoup d'autres enjeux. Puis avec, il y a Khan Academy, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est comme un site de cours en ligne que tu peux vraiment commencer où toi t'es rendu, suivre les cours, puis il y a des fils aussi sur Facebook comme I Fucking Love Science, des choses comme ça qui vont toujours juste comme te sortir des articles. Puis choses comme un peu par rapport, j'écoutais un truc à propos de Big Bang Theory, qui est une émission américaine. Puis il disait qu'il avait reçu beaucoup de lettres, que juste le fait que ça soit présenté d'une autre façon, les sens, que ça soit comme plus... musique puis comique. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y avait aussi 2 rôles comme principaux qui étaient des femmes. Ça avait encouragé beaucoup de gens, surtout des jeunes filles, à aller comme dans la science puis à explorer ces choses-là. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est plus accessible. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il y a un autre aspect... Après, vous parlez plus de science? Moi, c'est sûr que c'est mon sujet de recherche, alors j'ai des tonnes de choses à dire, mais je vais me limiter à la question du libre accès. Je sais que les étudiantes de maîtrise vont aborder ce sujet, mais je veux quand même vous partager. Je suis une grande militante du libre accès. Je me bats, si vous saviez ce que je fais là. En tout cas, le libre accès, c'est l'idée que la science, il y a l'accessibilité de comprendre le texte, mais il faut déjà y avoir accès. Or, la science, ce sont des articles scientifiques qui sont publiés dans des grandes revues qui coûtent très cher. Ce qui fait que seules les universités les plus riches s'abonnent à ces revues. Et donc, c'est une reproduction où, dans le fond, les gens qui s'intéressent à la science, même passionnés, s'ils ne sont pas dans l'université, c'est-à-dire soit étudiants, soit professeurs, ils perdent l'accès. Vous, par exemple, quand vous allez quitter l'université, je veux dire, pour vous, là, ça ne vous intéresse pas pour le moment, mais vous n'aurez plus accès à la bibliothèque et aux publications, etc. Peut-être qu'à un moment donné, ça va vous manquer. Et donc, le mouvement du libre accès, c'est de dire c'est inacceptable. La science, elle est financée par des fonds publics, comme tu l'as dit. Elle appartient à tout le monde, c'est un bien commun. Et donc, tout le monde devrait avoir accès aux articles scientifiques, qu'ils soient à l'université ou pas. Vous avez un dossier à monter, vous êtes publicité sociale, vous devez travailler sur le vivre ensemble et le racisme. Vous vous dites, ouais, j'avais eu un cours, mais il y a peut-être des choses nouvelles depuis, vous aimeriez aller lire. Vous ne pouvez pas si vous êtes en agence. Donc le libre accès, il y a différentes méthodes pour vraiment rendre la science accessible à tous. Ça, c'est un de mes grands combats personnels. Hein, et la façon de voir, vous allez chercher un article scientifique à la bibliothèque. Si vous devez rentrer votre IDULNIP, c'est de la science fermée. Ça, vous n'y avez plus accès quand vous serez sorti de l'université. Si vous y avez accès directement, c'est de la science ouverte. Donc c'est une autre dimension très, très intéressante de ce que tu dis. Puis par ailleurs, sur le lien entre les savoirs, où est-elle? Ton nom c'est Lara. Comment? Lara. Lara et... Enfin, il y a un lien entre vous deux, vos parties. C'est que la science, comme tu dis, c'est un langage universel, mais qui exclut les savoirs locaux.
Donc c'est le paradoxe, l'anglais c'est devenu la langue de la science, mais ça exclut tous ceux qui maîtrisent mal l'anglais. C'était d'ailleurs une des recommandations là, du comité scientifique canadien, c'est l'accès à monsieur, madame, tout le monde, à ce genre de savoir-là. On voit que les gens étaient, avec l'âge, passé à l'université, ben, on coupe ces ressources-là. C'est ça. vraiment dans les recommandations. Non, tout le monde veut le libre accès. Mais ce qui est difficile à faire bouger... C'est le financement qui est... Pas seulement. C'est que la science est publiée en ce moment par des revues scientifiques qui sont des éditeurs privés, qui ont des taux de profit qui sont au même niveau que les compagnies pharmaceutiques. 30 à 40% de taux de profit dans l'édition scientifique. Et donc, ils ne veulent pas lâcher ils veulent continuer à faire payer, parce que c'est extrêmement lucratif. C'est ce qu'on appelle la marchandisation de la connaissance, en partie. J'avais jamais pensé à ça avant, mais c'est vrai que par contre, on a de plus en plus de scientifiques qui sont comme charismatiques maintenant. Tu sais, on a comme Bill Nye ou ben Brian Cox ou Neil Tyson deGrasse, oui, qui a 1 million d'abonnés sur Twitter ou je sais pas quoi. Ils sont comme super charismatiques, ils sont drôles, ils expliquent bien, ils vulgarisent bien, puis ça va attirer plus de gens parce que c'est plus comme l'espèce d'image de scientifique avec les cheveux blancs dans un laboratoire, tu sais. Mais est-ce que vous saviez David Suzuki, vous connaissez David Suzuki, son émission à CBC, c'est l'équivalent de Découverte. Et lui, c'était le meilleur, enfin le chercheur en génétique le plus financé du Canada. Il avait monté le plus gros laboratoire de génétique sur la mouche drosophile. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que les recherches qu'il faisait allaient mener à la manipulation génétique. Et il s'est dit non, je ne veux plus faire ça. Donc il a tout lâché, ce qui a scandalisé énormément de gens, pour devenir communicateur scientifique. Et il s'est dit, ma mission, c'est de rendre accessible la connaissance au plus grand nombre, plus évidemment son engagement environnementaliste. Ouais. Alors il y a aussi des chercheurs qui font des choix, dans le fond. Est-ce qu'ils veulent être des chercheurs hyper pointus dans un domaine avec plein d'argent, mais qui va profiter à des compagnies ensuite, mais qui n'a pas de retombée sur la culture scientifique, c'est exactement. Ou bien est-ce que tu veux faire de la recherche et la communiquer? Et le libre accès, ça pose ces questions-là à des chercheurs un peu du modèle traditionnel. En tout cas, pour moi, c'est passionnant. Je te remercie d'avoir parlé de tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la science? Est-ce que vous avez compris le lien que, c'est Raphaël, hein, fait entre la science, l'éducation scientifique et la citoyenneté? Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Pas vraiment? Alors, Raphaël, il va falloir que tu sois un très bon communicateur pour expliquer ça dans ton livre, dans ton chapitre. Bonjour tout le monde. Moi, je vais faire un léger survol de la situation des enseignants parce qu'il nous reste plusieurs thèmes intéressants à aborder. Donc, je vais essayer de faire ce bref. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de tenter d'éclairer avec vous la participation concrète de l'enseignement à la construction du citoyen. Puis, on va regarder aussi ensemble les différentes situations dans le monde des enseignants, surtout en Haïti, au Canada puis au Québec. Donc, on va commencer avec la situation des enseignants en Haïti. Ça, c'est un beau témoignage d'un enseignant. Puis, ça montre vraiment les conditions de travail qui sont assez misérables. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer un petit extrait. Antonio est un enseignant dévoué du quartier Bel Air, quartier défavorisé, marqué par la violence à Port-au-Prince. L'école Saint-Martin est un immense établissement scolaire, rassemblant plus de 3000 élèves, avec 2 vacations, le matin et l'après-midi, pour répondre à la forte demande des familles. Les conditions d'enseignement sont très pénibles, les classes surchargées. Les questions du recrutement, de la valorisation du statut d'enseignant sont clairement posées dans ce témoignage. Les élèves apprennent en philosophie n'ont pas d'argent pour rentrer à l'université. Parfois, il y a d'autres écoles techniques. L'élève est obligé de s'orienter dans les écoles techniques. Et parfois, l'enseignement supérieur en Haïti est tellement cher, les gens n'ont pas accès à envoyer leurs enfants. Voyez, à partir de ce moment, après leur étude, certains sont devenus marchands ambulants ou autres. C'est un problème. C'est le manque de finances
C'est le manque de finances qui fait qu'après l'enseignement, certains élèves ne peuvent pas avoir les métiers convenables pour devenir ce qu'on appelle des citoyens. Ce sont des citoyens, voyez, mais ils n'ont pas de profession. Et comment nourrir une famille, des enfants avec le salaire misérable, le salaire des professeurs d'Haïti, c'est un véritable casse-tête chinois parce qu'il y a des professeurs qui ne peuvent même pas acheter du pain avec le salaire qu'on leur donne. Le métier d'enseignement en Haïti, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Donc, ces mécontentements des enseignants, ça a fait en sorte que la qualité de l'enseignement offert aux étudiants en Haïti, c'est sûr que est plus mauvaise. Donc, il y a 3 facteurs principaux à l'origine de ces mécontentements. Tout d'abord, les conditions de travail. C'est sûr que le salaire, comme que le professeur dit son parti, le salaire est très bas. En fait, les enseignants revendiquent une meilleure grille salariale parce que pour l'instant, ils ont un traitement de base, donc un salaire annuel allant de 13 000 à 52 000 gourdes haïtiennes, qui équivaut entre 316 $ par année à 1 265 $ par année pour un enseignant haïtien. On s'entend que c'est pas beaucoup. Puis, ce problème salarial, en fait, il entraîne de l'endettement. Puis, il y en a beaucoup, il faut qu'ils prennent un deuxième emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Ça fait en sorte qu'il y a moins de temps pour la préparation des cours, pour la recherche d'informations pour la matière. Donc, encore une fois, ça pénalise l'enseignement en serre. Il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. En fait, eux, ils n'obligent pas les directeurs d'école à engager des enseignants qualifiés. Fait qu'en fait, il y a n'importe qui peut se montrer comme enseignant. On n'a pas besoin d'avoir de cours, de diplômes, quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui essaient de juste éviter le chômage, donc qui prennent ce poste-là. On dit que moins de 35 % des enseignants du préscolaire et à peine 15 % de ceux du secondaire ont les compétences requises pour exercer leur métier. Donc, ça peut expliquer une grande majorité du taux d'échec des élèves. Il y a aussi une insuffisance pédagogique, des ressources pédagogiques, donc manque de matériel, de dictionnaire, tout ça, qui favorise encore une fois pas l'apprentissage des étudiants. Puis, ça, tout en fait en sorte que pour les enseignants haïtiens, il y a une grande part de responsabilité par rapport au taux d'échec des étudiants. Donc, ça, mis ensemble avec le manque de financement des familles pour payer les études, ça fait en sorte que, comme il l'a dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir des métiers convenables dans le futur, ce qui est quand même très, très dommage. Je vais ensuite passer au Canada. Donc, l'effectif du personnel éducatif canadien approche les 100 000 membres. Les enseignants représentent 3 % de la population active au Canada et 70 % des enseignants sont des femmes. Également, au Canada, comme partout ailleurs, mais précisément plus au Canada, l'enseignement est en constant changement. Plusieurs facteurs impliquent cela, dont l'évolution du marché de l'emploi puis des structures familiales, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Ça fait en sorte que certains enseignants ont plus de responsabilités, je pourrais dire, du côté maternel. Il faut qu'ils surveillent de plus en plus si les enfants ont bien mangé, des trucs comme ça. Fait que ça amène une deuxième charge encore plus importante. Puis le pluralisme culturel, l'avancement des technologies d'information, ça fait tout en sorte que les enseignants, il faut qu'ils soient en constant changement et adaptation. Ensuite de ça, je vais parler de la situation des enseignants au Québec. Comme tout le monde le sait, en ce moment, les enseignants sont en grève. Ils revendiquent plusieurs points. Donc, en gros, la grève, c'est 34 000 enseignants représentés par la Fédération autonome de l'enseignement. Cette grève-là, elle touche 275 000 élèves dans 10 commissions scolaires différentes. Au total, 6 jours de grève sont prévus. Il y en a eu en septembre, en octobre, en novembre. Ils vont en avoir en décembre. Donc, c'est ça. En fait, on va écouter juste ce court reportage-là, qui dure environ 1 minute. Ça explique en fait les revendications un peu des enseignants, puis pourquoi ils ont choisi de se faire.
c'est un peu le message qu'on va envoyer aujourd'hui. On veut améliorer nos conditions de travail. On veut aussi, évidemment, améliorer le service à l'élève, parce qu'on travaille pour ça. C'est le message clairement qu'on va envoyer au gouvernement aujourd'hui. C'est le gouvernement qui a décidé de réduire de façon majeure les budgets de l'éducation, les budgets dans la santé et les services sociaux. Donc, on vient de diminuer les missions essentielles de l'État, diminuer les services. Et conséquemment, c'est toute une population qui va en faire les frais. Et c'est à ça qu'on dit non. Il y a bien des gens de la population qui, depuis des semaines, appuient le mouvement des travailleurs parce qu'on n'a pas voté pour ça. Jour après jour à l'Assemblée nationale, je questionne le ministre de l'Éducation, je questionne le ministre Blais, et je lui demande comment on va faire au Québec pour que l'éducation soit une véritable priorité quand on veut augmenter le nombre d'élèves par classe, quand on laisse tomber nos élèves en difficulté, quand on coupe dans les postes professionnels, les orthophonistes, les orthopédagogues, les psychoéducateurs, les techniciens d'éducation spécialisée, et quand en plus on propose à nos enseignants de s'appauvrir dans les 2 prochaines années en leur offrant 0 en termes d'augmentation salariale, ça n'a juste pas de bon sens. Nous, on veut négocier, on veut que ça se fasse le plus rapidement possible, c'est clair. Parce qu'il faut se dire que la grève, aujourd'hui c'est une journée de grève, mais la grève c'est un moyen, c'est pas un objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier. Les gens sont vraiment mobilisés. Évidemment, on veut supporter notre équipe de négo à la table de négociation. Il faut ébranler ce gouvernement-là. On veut aussi avoir un réinvestissement en éducation. C'est clair que les réponses qu'on a eues aussi de mobilisation pour nos mandats de grève, ça envoie un message clair au gouvernement, je pense. À chaque jour, je lis des témoignages de professeurs, je lis des témoignages d'enseignants qui m'écrivent pour me expliquer leur ras-le-bol, qui m'expliquent pour me dire qu'eux se battent pour une école publique de qualité, parce qu'ils croient à l'enseignement, parce qu'ils croient à l'avenir de nos jeunes et parce qu'ils savent que l'éducation devrait être une priorité. Ils font la grève pour obtenir de meilleures conditions salariales, dont salariales, mais de conditions de travail en général. Ils veulent protéger les conditions d'apprentissage et défendre l'école publique. Ils dénoncent, entre autres, la lenteur des discussions sur la convention collective, les compressions budgétaires, l'alourdissement de la tâche des enseignants et la diminution des services pour les élèves, surtout pour les élèves en difficulté qui vont enlever plusieurs postes importants. Et en fait, on pensant que l'avenir des élèves est un enjeu important qui est mis de l'avant par les enseignants. Puis le fait de couper partout en éducation, ça fait en sorte que ça va mettre plusieurs élèves dans une situation plus ou moins agréable, surtout les élèves en difficulté. Puis ça va nuire à leur éducation pour le futur. Donc, on dit souvent que la relation entre les élèves et les enseignants, ça va au-delà de la relation pédagogique. Puis ça se rapproche d'une certaine manière à la relation parent-enfant à cause de tout le côté éducation, en fait. Donc, la société ne serait pas la même sans la contribution des enseignants au cheminement scolaire et personnel de ces élèves qui amènent un type de citoyen éduqué, motivé et ambitieux. Donc, je vais vous poser la question suivante. Croyez-vous qu'un enseignant a un rôle équivalent ou complémentaire aux parents dans la formation de l'identité d'un enfant et du futur citoyen? Non? Super belle question. Pensez à vos enseignants, là. Moi, j'irais plus complémentaire parce que les parents enseignent des choses à leurs enfants. Les profs enseignent d'autres choses que les parents ne peuvent pas forcément enseigner, donc des choses un peu plus par rapport à l'environnement, mais comment vivre dans la société. Ouais. Comment vivre dans la société, exactement, les normes, comment fonctionne l'État, tout ça, ou notre histoire également. Il y a certains parents qui vont raconter ça à leurs enfants, mais c'est plutôt rare, donc... puis évidemment, ils ont un rôle. Moi, je ne vais pas être contre cette grève-là. Ma mère, justement, est dans la grève en ce moment parce qu'elle est technicienne en service de garde. Puis, je me rends compte que leur rôle, parfois, je trouve, il est marginalisé un petit peu. Là, comme, non, c'est pas si important que ça, les enseignants. Pourtant, moi, j'ai des enseignants qui m'ont beaucoup marqué dans Voilà, c'est ça que j'allais dire. Qui ont fait, il y a des trucs, il y a des réflexions que j'ai, que je sais que je tiens sur certains enseignants parce que ça m'a marqué. Puis, oui, il y a des enseignants qui sont mauvais, comme il y a des parents qui sont mauvais aussi. Donc, on peut pas... faut les mettre dans le rôle qu'ils ont, l'importance qu'ils ont dans la société. Donc,
Mais c'est ça, tu as l'impression que actuellement on dévalorise un peu le rôle des enseignants. C'est comme, OK, non, méritez pas des augmentations salariales. Pourquoi? Mon rôle n'est pas plus important maintenant qu'avant. Justement, je pense qu'il est plus important parce que là, ils doivent faire apprendre plus de choses parce que le monde est plus ouvert. Ouais. Dans le fond, c'est un peu comme si dans l'époque néolibérale, où seul ce qui compte, c'est le milieu du travail, tu sais, on voit les écoles comme des garderies. Puis on se dit, pourquoi on devrait payer plus pour ces garderies et on ne valorise pas le travail et la pédagogie est méprisée un peu souvent. Est-ce que vous, il y a des enseignants qui vous ont marqué, qui vous ont fait réfléchir? Oui, hein? Il ne faut pas croire qu'il n'y a personne qui n'a pas vécu, à un moment donné, une belle rencontre avec un enseignant. Une rencontre intellectuelle, là, pas seulement affective, là. Hein? Si je peux bien donner un exemple, en 6e année, j'ai un enseignant qui m'a énormément marqué et qui a marqué plusieurs élèves qu'il a eu dans son cursus lorsqu'il était enseignant. Il est malheureusement décédé l'année dernière et il y a un de ses étudiants qui est présentement au doctorat qui va mentionner son nom dans sa thèse de doctorat. Donc, c'est quand même très noble selon moi. Donc, cet enseignant-là a quand même réussi à marquer plusieurs élèves. Autrement, ce que j'ai l'impression en ce moment, c'est que le gouvernement Couillard joue un peu à l'autruche en se mettant la tête dans le sable, puis en donnant l'impression que le gouvernement au grand complet n'a jamais eu un enseignant qui les a marqués, puis qu'ils ne reconnaissent pas ce qui a été fait dans les années précédentes. Moi, je pense qu'ils considèrent que l'école, c'est une garderie jusqu'à ce que les enfants soient en âge de travailler. Saint-Pierre, Vital. Mais c'est parce qu'il y a les fameux programmes scolaires, etc., standardisés, là, comme Emmanuel en a parlé, mais les enseignants ont quand même une marge de manœuvre dans leur cours. Et par exemple, il y a un programme qui s'appelle Le Monde en marche, qu'un enseignant a apporté à l'école de mes enfants, où chaque semaine, ils ont une feuille d'actualité. Alors, c'était très drôle parce qu'ils font ça en 5e année, en 6e année. Alors, la première fois que mes enfants ont eu ça, ils sont revenus avec des fiches, mais vraiment sur des événements, le tsunami, des trucs, avec des chiffres, des statistiques. Évidemment, au début, ils ne comprenaient rien, mais à la fin de l'année, ils ont pris l'habitude de s'informer comme ça, juste avec ce petit programme-là. Ou alors, une autre année, il y avait une prof qui faisait lire le journal, les 15 minutes là, de flottement au début du cours. Tout le monde, les enfants lisaient le journal. Alors, il y avait certains qui lisaient le cahier des sports, d'autres le cahier des arts, mais peu importe, ils lisaient le journal, ils avaient pris l'habitude. Et ma fille, elle continue, elle a toujours lu le journal après ça, c'était en 5e année. Donc, au-delà, dans le fond, de l'école comme lieu de transmission, comme disait Emmanuel, d'une culture commune, où on essaye d'homogénéiser un peu tout le monde avec des programmes et des notes, les enseignants ont cette marge de manœuvre, mais s'ils sont écœurés, s'ils sont épuisés, s'ils ne se sentent pas reconnus, je veux dire, ils ne vont plus le faire, là, puis je vais les comprendre. À un moment donné, le dévouement, ça a ses limites. Et ce qui est paradoxal, c'est que le gouvernement veut couper dans l'aide sociale en même temps. Hein? Alors que, dans le fond, l'éducation, malgré ce que dit Elisabeth, non, je te taquine, mais l'éducation, c'est une garantie pour avoir un meilleur emploi. Autrement dit, plus on étudie, plus on a de chances d'avoir un bon emploi. Donc, ils devraient au contraire investir dans l'éducation s'ils veulent lutter contre l'aide sociale. Mais il y a quelque chose là qui est... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y avait autre chose? Excuse-moi, dis-moi si tu veux parler, parce que je ne te vois pas. C'est correct. Donc, prochain point, rapport à l'université. On fait ça short and sweet, vous allez voir, ça vient. Donc, on le sait, l'université, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de vivre ensemble. Et au même titre qu'une région, qu'une province ou bien qu'un pays peut l'être, on crée un sentiment d'appartenance envers notre université. Le sentiment d'appartenance, c'est quoi? Ça se construit tranquillement selon France Leroux, qui est conseillère en orientation ici à l'Université Laval, qui, elle, mentionne que c'est possible de réussir ses études en se centrant seulement sur ses résultats scolaires, mais toutefois, vous pouvez les enrichir en ayant un sentiment d'appartenance et en participant à la vie sociale universitaire. Donc, comme je le disais, le sentiment d'appartenance, ça se construit tranquillement. C'est le partage d'une même réalité, d'un même objectif, de mêmes valeurs communes entre étudiants et entre les professeurs et les étudiants. C'est un sentiment de bien-être et de conscience de sa valeur au sein de son université. Dans le fond, c'est les premiers pas vers l'implication citoyenne et vers la création d'une citoyenneté produite par un système d'éducation. Comment se développe-t-il? Qui n'est pas allé une game du rouge et or ici? Qui n'a jamais acheté un chandail à l'Université Laval? C'est le même qu'on construit en quelque sorte notre identité envers notre université. On participe aux activités d'intégration, on est actif dans les travaux d'équipe,
On fréquente les lieux d'interaction, que ce soit l'assaut, le centre social ou le pub universitaire pour d'autres personnes. On s'identifie à son programme, sa faculté, et l'implication étudiante, cela vous invite à vous impliquer bien sûr à la vie citoyenne. Et moi, personnellement, ça m'amène à poser la question suivante, j'ai fait ça rapide comme je l'avais dit. Est-ce que la création du sentiment d'appartenance à son université est selon vous nécessaire lors de notre passage dans notre lieu d'études? C'est la question que je vous pose du même fait. Moi, personnellement, je crois que oui. Avoir un sentiment d'appartenance à son université, que ce soit par l'implication, ça permet d'apporter une plus-value, selon moi, à son baccalauréat, à son programme, tout simplement par le fait qu'on a le sentiment de pas seulement avoir été un coup de vent dans son programme, mais plutôt d'avoir réussi à laisser sa marque, que ce soit de telle ou telle façon. Donc, selon moi, je pense que ça peut être utile de créer un sentiment d'appartenance, tout simplement pour... Quand vous arrivez, par exemple, vous êtes un étudiant européen, vous êtes un Français, et vous croisez quelqu'un qui a fait un échange étudiant en même temps que vous, et vous voyez que je suis à l'Université Laval, vous allez créer en fait un lien d'appartenance avec cette personne-là, même si vous ne vous connaissez pas, juste par le fait que vous avez été à la même université. Donc, je vous invite à peut-être interagir sur cette question-là. Est-ce que la création du sentiment d'appartenance à son université est selon vous nécessaire lors de notre passage? Charles? D'accord. T'es d'accord? Moi aussi. D'abord, s'il te plaît. Parce qu'il y a tellement d'universités, puis il y en a qui font de la route pour aller à l'université. Alors, à travers ton cheminement de cours habituel, mieux vaut avoir une marque, comme Jem l'a dit, un sentiment d'appartenance. Surtout que ça motive. Exactement, ça te motive motive. encore plus à ton programme, ça motive encore plus à te donner parce que tu as cette motivation autre que tes cours qui... c'est ça. Donc, autrement dit, il ne faut pas qu'un programme soit une usine à produire des diplômés, mais un lieu de vie, un milieu de vie. Le sentiment d'appartenance, ça te fait respecter ton institution aussi. Ça fait que tu as une raison d'être, pas juste les cours, tu as comme quelque chose à faire là, que tu as fait. Tu as une fierté aussi de faire partie de cet établissement-là. Si je peux seulement donner un exemple d'un jeu de la communication l'an passé qu'on a gagné et qu'on était à Laval. Ça s'est su, on était à Laval et on était très fiers d'avoir battu les autres universités. Puis c'est un sentiment d'appartenance qui vient très fort à ce moment-là, surtout dans le cadre d'une compétition interuniversitaire où là on se démène pour essayer de battre la compétition, si on peut dire. Bon, madame, je suis obligée de revenir vers Elisabeth. Quoi, moi? À cause de ce que tu as dit sur le fait que le bac, tu avais l'impression que c'était pas la vraie vie, c'était pas là que tu apprenais des choses, etc. Bon, je pense que... C'est ça, je pense que... l'école, c'était là. Bon, ok, je pense que mes propos ont peut-être été pas assez nuancés, du moins, ou peut-être que je me suis mal exprimée. L'université n'est pas mauvaise en soi. Oui, il y a des trucs qu'on apprend, oui, il y a de l'information qu'on vient chercher, puis oui, il y a beaucoup de choses qu'on acquiert ici. Bon, première des choses. Deuxième des choses, oui, c'est important d'avoir une certaine... d'avoir justement ce sentiment d'appartenance à son université parce que ça nous définit aussi, nous, comme individus. Ça vient combler aussi une place qu'on avait. Puis peut-être que le parallèle va être un petit peu intense, vous allez me dire, mais avec la religion qu'on avait, la foi qu'on avait, si on l'a plus, on est rendu vraiment athée, fait qu'il faut aller chercher des choses qui vont venir nous chercher puis qui vont justement venir créer comme remplir un peu ce vide-là qui a été laissé par la religion dans un certain temps. Non pas parce qu'on a besoin non pas parce qu'on a besoin de croire en quelque chose, mais que c'est toujours bien puis que ça nous oriente aussi. Avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose, ça vient juste nous conforter comme individu, qu'on est accepté aussi par d'autres. L'humain étant un animal social, on n'a pas le choix de le vivre. Le vivre seul dans une université, on va se dire c'est très plate, puis ça ne crée pas non plus, ça ne développe pas l'humain comme dans ses capacités sociales. Donc voilà, je pense que mes propos ont été peut-être un peu mal compris tout à l'heure. Pas du tout, mais l'université, ça ne valait absolument rien, mais je dis juste que mais non, certainement... j'ai pas compris ça. Mais j'ai compris que tu sentais un décalage entre, dans le fond, ce que l'enseignement, la pédagogie universitaire pourrait être. Mais moi, c'était plus c'était pas tant à la pédagogie que plus dans la création des programmes, en fait. C'est plus ça. Je trouve que certains programmes sont beaucoup trop théoriques et peu appliqués. Puis que sans l'application, on perd vraiment une notion qui est importante par rapport à l'éducation. OK. Mais donc, au fond, le vivre ensemble dans l'université, ça compense... on pourrait dire que ça vous apporte, c'est un complément de formation aussi, d'une certaine façon. On peut apporter. Oui. Je crois que le vivre ensemble, en fait, nous apprend à vivre en société.
Puis en fait, j'aime utiliser le terme citoyen universitaire ou société universitaire, parce qu'en fait, on en parle plus tard tantôt, là, mais l'université, au même titre qu'une ville ou qu'une province ou un pays, est une société en soi. On est 40 000 étudiants environ à l'Université Laval, c'est énorme. C'est plus gros que la municipalité de Longjumeau au Lac-Saint-Jean. Donc, on apprend comme de raison à vivre ensemble, puis c'est un apprentissage qui se fait en plus dans un cadre éducatif. Tout à fait. Et je dirais aussi que les étudiants, ils sont un peu dans un no man's land. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le marché du travail, ils ne sont plus non plus uniquement des élèves, ce sont des adultes, mais l'université leur donne une place dans la société qu'ils n'ont pas encore. C'est ça. Oui, tu voulais... On parle beaucoup de sentiment d'appartenance à son université, mais moi, personnellement, quand je suis partie de la poly, puis même encore, c'est le monde avec qui je suis allée à ma polyvalente, que j'ai passé mes 5 ans, on se croise, même si dans ces 5 années-là, on ne s'est jamais vraiment adressé la parole, on va se recroiser, on va se reconnaître, on va savoir qu'on est allés ensemble, c'est comme une espèce de petit lien commun, de quelque chose que tu as en commun qui fait que, tu sais, on parle que l'humain est quelqu'un qui a besoin de liens sociaux pour comme vivre, ben ça en fait partie. Donc, même au-delà de juste à l'université, tu sais, moi, secondaire, ça remonte à quasiment 5 ans que j'ai fini, puis je pense que la majorité pour vous, c'est sûr que quand tu viens de région, c'est un sentiment encore plus fort parce que c'est plus rare qu'on se recroise et tout, mais quand on se croise, c'est comme tu appartiens à eux, puis c'est comme tu te reconnais à travers eux parce que vous venez du même milieu. Vous avez passé à la même chose. Je pense que ça passe directement par l'institut scolaire ou par les enseignants qui vont en fait être à la base de ce sentiment d'appartenance-là. Parce que, par exemple, moi, mon collège, mon cégep à laquelle j'allais, j'ai eu un sentiment d'appartenance. Mais mon école secondaire, mon école primaire, puis ainsi mon université, le sentiment d'appartenance est beaucoup plus fort. Tout simplement parce que, selon moi, l'enseignement était beaucoup plus, si je peux dire, personnalisé, puis la vie étudiante l'était aussi. Tandis qu'au niveau du cégep, ben, c'était tu vas à tes cours, puis c'est tout. C'était quel cégep? Au cégep d'Allemand. D'Allemand? Bon, c'est pas grand-chose. C'est pas long aussi le cégep, c'est juste 2 ans. Il y a Marie-Lou en arrière qui a le... Oui, dans le fond, moi, je pense que c'est primordial, le sentiment d'appartenance. Pour bien réussir, ne serait-ce que juste pour le milieu social. Moi, personnellement, je me suis beaucoup impliquée dans mon bac, puis dans l'université au complet aussi. Puis c'est ça qui me motive à venir à l'école. Au début, je n'étais pas trop sûre. Je suis rentrée en communication, ma première session, je n'étais pas sûre si je voulais continuer. Puis finalement, j'ai commencé à m'impliquer, puis je me suis fait plein d'amis. Puis c'est ça qui me motive à venir à l'université. J'aime ça, tu sais, je vois le monde que je connais, puis ça crée vraiment une motivation à venir à l'école, puis à plus s'efforcer dans nos cours aussi, je pense. Mais c'est ça, mais c'est vraiment dans notre question de recherche ce qui nous rassemble. Là, tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, mais je veux dire, vous êtes quand même de Lac-Saint-Jean, vous êtes très québécois. Est-ce que vous êtes capable de créer des liens? C'est la question que je posais au comité de programme. Est-ce que vous êtes capable de créer des liens avec des gens des étudiants d'autres cultures? Vous y arrivez ou pas vraiment? Parce qu'on peut se faire des tribus à l'intérieur d'une tribu. Non, mais là, il y en a 2 qui parlent du Lac-Saint-Jean. Non, mais je veux dire, on n'a pas beaucoup de minorités culturelles dans la classe, là. Est-ce que vous êtes capable, dans l'université où il y a tellement de diversité d'étudiants, d'en rencontrer ou pas vraiment? Oui? Toi, oui? Pas le choix. Parce que tu es dans les résidences. Ouais. Moi, ça fait partie quasiment de la vie. Puis même à l'université en général, tu sais, j'ai des amis, pas juste d'autres pays, mais de plein d'autres régions du Québec. Là. Puis moi, ce que j'aime de l'université, c'est que là, tu viens de la Beauce, tu viens de Montréal, tu viens d'Outaouais, même parfois tu viens juste d'une autre province canadienne. Tu sais, c'est tout un... C'est l'universel de l'université. Puis comme Michel, tu disais, on est une ville, dans une ville, tu sais, on est une société qui est avec plein de monde de partout qui essaie d'interagir ensemble. Puis on a comme tous un but commun. On est tous en transition pour aller vers le marché du travail, puis à s'épanouir à l'université le plus possible. Ça vous manque pas, moi ça me fascine quand même, le manque de diversité culturelle là au bac en com. Ça vous dérange pas? Au niveau de la maîtrise, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément plus de gens. Ça se compare pas. Je dirais pas qu'il y a un manque, on dirait qu'il y a un manque d'intégration, mais on dirait qu'on les voit moins, ces personnes-là. On dirait qu'ils sont moins présentes, tout simplement. Parce que je ne sais pas exactement c'est quoi les chiffres, c'est vraiment hypothétique ce que je lance, mais peut-être qu'ils font leur bac d'où ils viennent ici pour la maîtrise, ou tout simplement, je ne sais pas s'ils font leur bac ici. Ben, en première année, il y en a plus, mais après, ils quittent. Je ne sais pas, oui.
Enfin, moi, c'est une question que je me Peut-être que le pose. sentiment d'appartenance à l'université ne se crée pas tout simplement. Oui, J'ai dit, c'est peut-être. pas- comme a dit la conseillère en orientation, c'est possible que de faire ses études sans sentiment d'appartenance. C'est juste qu'au final, ben, c'est une plus-value qui manque en fait à ton cursus universitaire, si on peut dire. D'autres interventions? Parlez-moi de ça. Prochain point. Bon, en fait, je vais parler vite des programmes contingentés. Tout le monde ici sait un peu c'est quoi. C'est lorsque le nombre de demandes d'admission par les candidats est supérieur aux places disponibles. Le contingentement et les critères de sélection sont décidés annuellement par le conseil universitaire. Puis ceci est déterminé selon les fonctions d'une limitation aux ressources humaines, aux offres d'emploi disponibles et aussi c'est afin d'augmenter la qualité des étudiants admis. Avec le programme contingenté vient souvent le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut être vu comme une nécessité dans les études de haut niveau afin de se démarquer d'une masse de gens très performants. On a élaboré sur les micro-sociétés. L'université crée des micro-sociétés. Dans le cas des programmes contingentés, on pourrait dire que l'université est une forme de petite société très compétitive qui favorise la performance. En plus, de créer une élite intellectuelle qui doit atteindre les résultats à la hauteur de son statut. Avec le perfectionnisme et cette pression amenée à se démarquer, peut s'ensuivre l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance apparaît dès lors des examens d'admission, ainsi que l'anxiété survient souvent lorsque l'étudiant perçoit que l'exigence de la situation excède ses ressources personnelles. Ainsi, il n'a pas confiance dans ses aptitudes scolaires. Par exemple, dans un programme contingenté, avoir les notes de passage, c'est quand même insuffisant pour se démarquer de la masse, puis on demande plus haut que ça. Ce qui nous a amené à nous demander, est-ce que les universités nous apprennent à nous entraider en mettant l'accent sur les travaux individuels et la compétition? Dans le fond, est-ce qu'avec l'université, surtout avec le programme contingenté, est-ce que maintenant on vise plus à ce que nous, notre bien à nous, nos notes à nous, si on a un peu enlevé l'entraide des autres. Puis on peut même pousser ça plus loin, plus que le programme contingenté. Si on parle en ce moment des bourses au niveau universitaire, certaines fois, par exemple, si moi et Vincent, on convoite la même bourse, ben, est-ce que moi, sachant que cette bourse-là existe, je vais en parler à Vincent, dans l'objectif que, bien sûr, moi, je gagne la bourse, puis lui, il sèche. Donc, ça va rester, cette collégialité-là va se perdre au niveau d'une compétition qui va vraiment damer le pion à l'entraide et à la coopération. C'est aussi banal que, mettons, moi, j'ai des amis en droit, puis des fois, mon ami, elle va manquer le cours, puis juste demander la prise de notes de son ami, elle va se faire dire non. Juste parce que t'étais pas au cours, t'avais qu'à prendre ta prise de notes, fait que ça pousse, on pousse plus loin que les bourses, là, mais c'est banal comme la prise de notes. Au cégep, ce qui était vrai, au cégep, on remarque, moi, personnellement, j'ai remarqué quand j'étais en sciences nature, personne qui va vouloir s'entraider parce que c'est en fonction de la quota qui est la moyenne. Donc, l'entraide va faire que la moyenne du groupe va augmenter, ta quota va baisser, donc tu as moins de chances de rentrer dans ton programme contingenté. Donc, l'entraide à ce niveau-là, puis la coopération, ça perd énormément dans les programmes où la compétition est, c'est plate à dire, mais mise de l'avant. Dans le but, en fait, de créer des élites dans des sociétés qui vont, en tout cas, des élites dans des universités, qui vont se rendre jusqu'à l'université, créer des sociétés d'élites. Là, ça peut créer des problèmes. Et puis, c'est une préparation au marché du travail où on veut reproduire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que ça dépend de la mentalité de la personne, surtout. Parce que, tu sais, personnellement, je pense qu'il y a des manières de réussir, de quand même, tu sais, performer dans le sens comme ce qui est demandé, mais en offrant quand même la possibilité d'aider les autres. Je veux dire, si, tu sais, j'ai pris du temps à expliquer des choses, autant que la personne, quand que je vais échanger avec elle, va peut-être m'apporter une autre vision, une autre compréhension de la matière que moi, j'avais pas nécessairement compris. Puis, tu sais, je pense que ça dépend vraiment de la mentalité, parce que oui, tu sais, quand on pense en sciences nat au cégep, où est-ce que le monde, tu sais, moi, j'ai entendu dire, moi, je vais à tel cégep parce que la moyenne est comme vraiment poche, fait que moi, je vais aller là, puis je vais être encore meilleure, puis j'échangerai pas mes notes. Cette conception-là, pour moi, en tout cas, j'étais là, je comprenais vraiment pas, tandis que moi, ici, en com, j'ai des collègues qui disent « Hey, je peux pas être là à ce cours-là, comme aujourd'hui. » Fait que, tu sais, je vais leur donner mes notes, mais tu sais, on s'est comme fait un échange comme ça. Tu sais, j'ai un travail d'équipe avec quelqu'un, mais en même temps, cette compétitivité-là,
ça t'empêche aussi de travailler puis d'avoir des travaux qui vont quand même être bien. Tu sais, si tu arrives à trouver des personnes qui pensent un peu de la même manière que toi puis qui vont être prêts à échanger puis que tu sais qu'après ça, tu vas pouvoir compter sur eux, ben, tu sais, pour moi, en tout cas, moi, je pense vraiment que ça dépend de la pensée de la personne. Je pense qu'on est quand même capable de performer par rapport à les demandes qui nous sont faites, mais en même temps d'être capable d'échanger. Mais ça, c'est ma vision. Oui, mais tu vois quand même que le système, c'est pas juste une question individuelle, le système, comme vous l'avez montré... Je mettais l'accent sur les programmes contre-chantés. Ben oui. C'est sûr que, tu sais, en com, nous, c'est ouvert à tous, puis c'est sûr que si on va parler à des gens de médecine ou de droit, comme j'expliquais plus tôt, peut-être qu'eux, ils ont une vision différente, que même si eux, ça leur dérangerait pas de te donner les notes ça leur ferait plaisir, peut-être que, tu sais, à la bout de ligne, peut-être qu'ils n'auront pas un stage, mais c'est les notes qu'au stage, ils vont regarder, les films aussi. Donc, c'est peut-être une mise ensemble, mais aussi, c'est clair que ça dépend de la façon de penser des gens. Comme moi, je vous ai proposé de faire une prise de notes collaborative pour tout le monde. Ça vous paraît bizarre, mais c'est exactement pour essayer de contrer cet individualisme-là qui est si fort. Bien, je pense que les programmes contre-chantés, ça coupe un peu au niveau de la motivation des gens. Dans le sens que, tu sais, exemple, si on prend médecine, vu que la coteur est tellement haute pour pouvoir rentrer, beaucoup de gens qui n'ont pas la cote, ils vont aller dans les programmes connexes à médecine, genre ergothérapie ou en kin. Puis dans le fond, ils vont comme, tu sais, dans le but de rentrer la 2e année en médecine, mais ils vont voler la place de ceux-là qui veulent vraiment aller dans ces programmes-là puis qui sont motivés, mais qui ont des notes un peu plus faibles. Parce que dans le fond, ils vont se trouver à faire automatiquement monter la cote parce qu'eux ont des grosses notes pour quasiment rentrer en médecine, mais pas tout à fait assez. Fait qu'ils vont venir augmenter les cotes des autres bacs connexes sans penser à ceux-là qui veulent être motivés. Ouais, c'est ça, en lycée, c'est un peu plus plat pour mettons, quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut vraiment apprendre ça, mais qui n'a juste pas les notes. C'est comme un peu à... Bon, ben, ça serait pas mal ça. On avait un autre point, mais vu que le temps manque, on va laisser Vincent aborder. Excellent. Une communauté en marche. En fait, tu peux peut-être revenir juste sur ça, j'en avais. Il y a comme des effets négatifs là, par rapport à ce qu'ils ont parlé. Je vais vous montrer un exemple d'une communauté qui s'est mise en marge de la société puis qui ont décidé, dans le fond, en réponse au système d'éducation et de compétition de performance, pour pallier aussi au manque d'esprit de communauté entre les citoyens universitaires. Eux autres demandaient un plus grand partage d'informations entre les étudiants, puis d'avoir une éducation moins, qui se passait moins de haut en bas, plus à l'horizontale, dans le fond, entre les étudiants et les professeurs, tous au même niveau. Donc, ça s'appelle le mouvement Valhalla. Leur but, eux autres, c'est, en fait, ils veulent s'autosuffire en énergie et en nourriture à 100% eux-mêmes, en utilisant des technologies vertes et ça en faisant de l'agriculture biologique. Puis, en fond, les technologies vertes, là, on parle de culture hydroponique, permaculture, serre solaire passive, puis tout ça dans le but de démontrer qu'il n'y a pas un seul moyen de réussir. Nous autres, on connaît tous le fameux chemin là, secondaire, cégep, université, marché du travail, mais il y a d'autres façons, puis eux autres, c'est ça qu'ils veulent promouvoir. Ils veulent aussi s'impliquer dans la communauté, puis provoquer le changement, puis aussi aider, mettre plein de moyens à la disposition des gens qui veulent aussi, de leur côté, provoquer le changement au sein de la société. Puis pour eux, ça se fait d'abord par des moyens plus verts, des moyens environnementaux plus écologiques. Sur le projet sur lequel ils travaillent présentement, c'est de bâtir un centre d'apprentissage qui va leur permettre de donner des ateliers, justement, encore une fois, aux gens qui veulent s'instruire et qui veulent apprendre à provoquer le changement et avoir un environnement plus vert, plus écologique, sur une base d'informations partagée entre eux autres, sans compétition. Bon. Je vais vous offrir une version résumée de ma partie. Vous lirez l'intégrale dans le chapitre. Donc, premièrement, la pensée critique. Je pense, donc je suis. Qui n'a jamais entendu ces mots-là dans un cours de philo, au moins une fois au cégep, écrit par le mathématicien, physicien et philosophe René Descartes en 1637. La pensée critique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de prouver, en fait,
c'est d'utiliser la raison pour mesurer la véracité d'un point de vue ou d'une affirmation. Et le doute se trouve au centre de la pensée critique parce que c'est un élément central. On peut douter de tout, sauf du fait qu'on est en train de douter. Donc, pour la pensée critique, je ne vais pas aller plus dans les détails. Ça permet, en fait, d'éliminer plusieurs erreurs communes, des sophismes que je vais vous épargner ici. La pensée critique, on avait posé une question à notre sondage, est-elle bénéfique au quotidien de tous? Est-ce qu'elle permet à tout le monde est-ce qu'elle favorise en fait la résolution des problèmes de société? J'ai relevé quelques réponses notables des répondants qui ont dit, d'ailleurs, si chacun était capable de penser pour le bien collectif, il y aurait moins de problèmes, mais ça coûterait cher. L'argent est le pire ennemi de l'éthique et l'argent mène le monde. Nous sommes donc dans une impasse. Un monde idéal, c'est un monde dans lequel tout le monde prendrait le temps de penser. Mais dès qu'il y a société, il y a conflit. J'aurais aimé entendre vos... mais là, on va couper ce bout-là. Pourquoi? Il est quelle heure? Ah, il est 15h10. Hein? 15h10. 15h10? Juste que j'ouvrirai après. Et à la question, est-ce que c'est possible de raisonner logiquement quand on est ensemble? 67% oui, 30% non. Et la pensée critique, sa place dans le modèle de l'éducation aujourd'hui. L'école, en fait, c'est sûr que ça nous encourage à faire valoir nos arguments parce que développer une pensée critique implique une justification de ses affirmations et de ses arguments. Au primaire secondaire, la pensée critique, c'est une compétence transversale. Son nom, c'est exercer son jugement critique. Les élèves devant justifier leur point de vue et nuancer leurs opinions sur des sujets complexes. Oui, c'est vrai, on apprend ça. À l'université, cégep, on apprend à valoriser une opinion plutôt qu'une autre en fonction du nombre d'experts qui peuvent défendre cette opinion. Mais, selon Descartes, si on peut le faire, on doit le faire. Donc, ce que l'école peut-être nous fait mal en fait, c'est que peut-être qu'il ne nous permet pas de douter de tout. Elle ne nous permet pas de douter de ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il est tout à fait possible que tout le monde se trompe. Dans le temps, le monde pensait que la Terre était plate. Et une majorité d'Américains qui ne croient pas en la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que les chiropraticiens peuvent aider à guérir des maux autres que le mot de dos. Et certes, il y a peut-être des changements qui peuvent être possibles. La pensée critique aujourd'hui dans la politique et les médias, quelle est sa place pour nous? Est-ce que ça brime notre pensée critique? La notion d'agenda setting est omniprésente. Si les médias nous dictent ce qu'il faut prioriser, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il y a certains aspects qui sont évidemment priorisés plutôt que d'autres, mais certaines choses qui sont ignorées. La majorité des gens sont ignorants et ils vont se fier seulement à ce qu'ils vont voir à l'information présélectionnée dans les médias. Donc, peut-être qu'il y a un obstacle à la pensée critique de cette façon-là. Et les partis politiques qui vont, bien sûr, favoriser une grande exposition, dépenser des tonnes de dollars pour ça, vont miser sur des thèmes positifs et essayer de mettre en valeur les défauts de leurs adversaires. Et les médias, il faut souligner qu'ils adorent les corrélations. Les corrélations, c'est facile à comprendre pour le public, mais les corrélations, ça n'égale pas causation. Donc, et l'argument à la suite de cela, donc à cause de cela, ça c'était parmi les sophismes que je n'ai pas dit au début, c'est de penser que si A est suivi de B, A a forcément causé B. Donc, c'est de mettre des événements qui se succèdent et de penser que telle est la cause du premier, le premier la cause du deuxième, en fait. Là. Donc ça, c'est des arguments faciles que la majorité peuvent gober facilement sans penser à leur pensée critique, sans utiliser leur pensée critique. Et à cela, je demanderais, croyez-vous que les discours des grands dirigeants ou encore ceux des médias tentent de brimer notre pensée critique face aux réels enjeux? En fait, encore une fois, j'ai relevé certaines réponses.
un répondant qui a dit « Cela demande une très grande volonté d'accomplissement et un travail sur soi-même. Si une personne est capable de se créer une distance de cette manière de penser, elle serait capable de penser de manière critique. » Donc, force est de constater que la pensée critique amène à une certaine distance par rapport à l'information qui nous est présentée. Et, donc, ça ressemble à ça. Au niveau de rapport à la subjectivité, la pensée critique implique certainement un raisonnement logique, objectif, mais où la subjectivité interpelle parce que la pensée critique implique une conceptualisation. Il faut comprendre certains concepts pour pouvoir les catégoriser, mais il y a des concepts plus abstraits qui demandent une interprétation, et qui dit interprétation dit subjectivité, et c'est là qu'il y a des contradictions qui arrivent, c'est là qu'il y a des conflits, c'est là que deux personnes qui peuvent prétendre utiliser leur pensée critique, arriver en conflit. Et on a demandé, est-il possible d'utiliser son sens critique de manière objective? Est-ce que la nature humaine nous en empêche? En fait, on a eu des réponses. Il sera impossible à l'être humain d'être 100% objectif. Nous sommes émotionnellement logiques. Et donc, c'est ça, ça résume un peu les réponses qu'on a eues par rapport à ça. Maintenant, le rapport à l'obéissance. Attends, sur l'esprit critique, je voulais juste dire, la pensée critique, juste dire deux choses. À la suite de la discussion qu'on a eue en maîtrise, c'était très intéressant. J'ai réalisé que pour moi, l'esprit critique, c'est un peu ce que tu dis, même si pour moi, la subjectivité est essentielle à l'esprit critique, mais je n'aborderai pas ça. C'est la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Ce que l'étudiante la semaine dernière disait, là, quand tu as trop d'esprit critique, tu veux rabaisser les autres. Et j'ai l'impression que parmi les étudiants, et même au Québec en général, il y a une association entre l'idée de critiquer et de démolir quelqu'un. Et donc, il y a un étudiant qui proposait de faire cette distinction, et j'espère que dans le chapitre, vous pourrez l'utiliser, entre la pensée critique, comme tu l'as dite, et l'esprit de critique qui vise à démolir l'autre. Et maintenant, je ferai très attention toujours à bien distinguer les deux pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est ça. Et quand je dis pensée critique, c'est vraiment, comme je l'ai mentionné, c'est être en parfaite connaissance de cause pour émettre la véracité d'une affirmation d'un point de vue. Oui, mais moi, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est très proche quand même de l'esprit scientifique, etc. C'est proche, en fait. Oui, mais pour moi, je dirais, c'est surtout de mettre en doute ce qu'on nous dit, même si c'est dit par une autorité. Exactement, parce que ça l'argument d'autorité, je ne l'ai pas dit, c'est ça. Fait partie des sophismes. Donc, pour poursuivre le rapport à l'obéissance, l'obéissance, on sait ce que c'est omniprésent, faire ce qui est commandé, obéir aux parents, obéir aux règles, obéir aux enseignants. L'obéissance fait partie de notre société en tant que contrat social. Si on veut pouvoir vivre ensemble, on est obligé de respecter certaines règles parce que sinon, on va se piler ses pieds et ça ne marchera pas comme ça, on ne pourra pas avancer en groupe. Même si vous trouvez que la loi est bonne, juste, il faut y obéir, et que vous soyez en accord moral avec la loi ou non, ça changera rien à la validité de la loi. Donc, l'obéissance doit au moins exister un strict minimum, en fait. Et je pense que c'est le rôle essentiel de l'école. Oui, à certains égards. Le phénomène de l'enfant roi. Qu'est-ce que l'enfant roi? L'enfant roi est égocentrique, revendique et se plaint constamment, refuse d'aider, a besoin de capter l'attention et de se faire remarquer, est intolérant aux frustrations, est agressif et manque de socialisation. C'est quoi la cause de l'enfant roi? C'est les parents qui veulent passer du temps de qualité à tout prix avec leurs enfants sans aucun conflit. Et ça, ce qui fait ça, c'est la société d'individualisation dans laquelle on vit. En fait, la difficulté en 2015 d'être un parent. Et ça fait partie, parce que quand on dit éducation, on parle beaucoup d'éducation école, mais c'est éducation familiale qui est très importante, qui est souvent plus importante aussi que l'école. Et donc, la difficulté d'être parent, c'est de jouer entre deux pôles, entre la tradition familiale, où l'autorité n'est jamais remise en cause, et la démocratie familiale, où l'importance de l'épanouissement de l'individu, le parent qui va essayer de donner plus de place à l'enfant, tout ça, et l'ouverture au dialogue et à la négociation. Mais à force de considérer l'enfant comme son égal, le parent
en fait, oublie sa position éducative qu'il doit tenir. Et comme dernière question, j'aimerais dire, en fait, est-ce que l'obéissance est-ce qu'on peut appeler ça une obéissance entre le parent, entre l'enseignant et l'élève, en fait? Et comme M. Isabelle l'a mentionné, comme vous l'avez mentionné, le modèle éducatif actuel, classique, là, évaluation, note, est-ce que ça doit être changé? Est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent être modifiées, en fait? Et est-ce que le niveau de travail optimal est adapté en ce moment? Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on a le temps d'un petit échange avec la classe. Je pense à ça. Non, mais de toute façon, merci de vivre ensemble. Vous mettrez les informations dans le Pramapad. La semaine prochaine.